grand bonjour à toutes et à tous, malgré la distance qui nous sépare. Nous sommes à France Éducation Internationale, vous vous en doutez, extrêmement heureux de vous retrouver en ligne pour inaugurer ensemble notre BELC numérique hiver. Et ce BELC, nous avons voulu l'ouvrir à l'aune d'une publication qui nous semble majeure et qui, nous l'espérons, ne pourra que vous passionner, vous, les acteurs des métiers du français dans le monde, qui nous écoutez. J'ai en effet le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour un dialogue d'ouverture, M. Pierre-François Mourier et M. Jean-Paul Capitani. Pierre-François Mourier, vous êtes le directeur général de France Éducation Internationale, opérateur à l'international du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et Jean-Paul Capitani, vous êtes, quant à vous, éditeur, président du conseil de surveillance et fondateur d'Actes Sud, maison d'édition bien connue de tous, fondée à l'origine par Hubert Nissen, rejoint très vite par sa fille Françoise, Bertrand Pi et vous-même. Et vous venez de publier, à l'automne dernier, une grande grammaire du français. Alors ma première question, elle sera extrêmement simple, mais pourquoi donc publier une grammaire en 2021? Monsieur Capitani. L'année 21 n'a rien d'important, mais c'est vrai qu'il n'existait pas en français une grande grammaire de cet ordre-là. Les Belges, avec Grévis, avaient déjà donné des règles et des normes à respecter, une intelligence des choses, mais c'est vrai que, disons, l'ensemble des gens qui travaillent sur la langue, etc., n'avaient pas produit cette chose-là. Donc c'est un travail qui s'est fait sur le long terme. Ça fait 20 ans qu'ils y travaillent. Et Actes Sud est intervenu dans le circuit il y a 10 ans. Donc vous voyez, c'est un grand œuvre sur la durée. Et ça a été vraiment une collaboration, je ne dirais pas intense, mais c'est le mot qui convient. C'est-à-dire, c'est sur la durée, mais ça a été vraiment travaillé. Il faut imaginer que ces 2 tomes-là, c'est pour ça qu'on l'appelle grand, hein, c'est pas parce qu'elle est, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc ça a été, point de vue typographique, au point de vue organisation des textes, au point de vue tous les systèmes de report, de correspondance, etc. Ça a l'air de rien, mais techniquement, c'est aussi, en même temps que l'intelligence du propos, c'est aussi très complexe. Voilà. Merci beaucoup de cette question. Bon, d'abord, j'aimerais bien exprimer à titre personnel et institutionnel tout le bonheur qui est le mien d'ouvrir avec Jean-Paul Capitani ce dialogue. Bon, je ne veux pas parler de choses personnelles, mais tout de même, Jean-Paul et moi, on se connaît de très longue date, depuis au moins l'aventure de la création des carnets du paysage, lorsque j'étais à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, qui est une revue encore publiée par Actes Sud de nos jours et qui fait encore référence, je crois. Je suis vraiment ravi donc que nos fonctions respectives nous amènent à nous faire croiser à nouveau nos chemins. Je tenais aussi, et avant toute chose, à féliciter Jean-Paul Capitani, Anne-Sylvie Bameul, et à travers eux, toute la communauté d'Actes Sud, pour avoir travaillé, comme Jean-Paul l'a dit, pendant 10 ans, même si le projet s'est étalé sur près de 20 ans, travailler à publier cette somme. Et quand je dis somme, je ne mens pas, parce que moi aussi, comme Jean-Paul Capitani, j'ai comme livre de chevet et de bureau la grande grammaire du français. J'ai même presque peine à vous la montrer à l'écran, parce que ça n'est pas une image. La grande grammaire du français est un ouvrage absolument monumental. Mais la réalité, c'est que l'étalon de son importance excède, à mon sens, de beaucoup, pour reprendre un slogan bien connu, le poids des mots. Alors, vu de France Éducation Internationale, pour essayer, au fond, de répondre avec une réponse un petit peu décalée, nous ouvrons, vous le savez, pour la diffusion et la promotion non seulement du français, mais aussi des langues en général, en défendant notamment très fortement le principe de leur nécessaire pluralité. Vu de France Éducation Internationale, l'intérêt d'une telle grammaire est évident. C'est bien une véritable grammaire mondiale de la francophonie que Actes Sud vient de publier. C'est assez révolutionnaire, Jean-Paul Capitani l'a dit, en rappelant, c'est bien de le rappeler, que Grévis, qui a été tellement assimilé par les Français que les Français pensent qu'il était français, alors qu'il était belge, ça révolutionne à nouveau l'exercice. Et cela, me semble-t-il, de 3 points de vue. D'abord parce que cette grande grammaire, elle réussit à être descriptive, ce qui est bien l'objectif d'une grammaire, mais sans être normative, au sens étroit du terme, c'est-à-dire au fond sans être, je dirais, moralisatrice. Ce n'est pas une grammaire qui cherche à imposer le diktat d'une norme, à circonscrire la règle à respecter, les fautes à éviter. C'est une grammaire qui décrit au contraire
je crois, l'ensemble des usages en cours dans la langue et qui se contentent de spécifier, sans jugement, s'ils sont ou non appropriés dans un contexte donné. Ça veut dire qu'elle ne hiérarchise pas, d'une certaine manière, entre le bon et le mauvais français, vous savez, mais qu'elle différencie, ce qui est complètement différent. Elle explique les registres de langue. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Car en faisant cela, elle nous libère toutes et tous, et moi y compris, d'un poids énorme qui est très sensible, notamment en France, celui de la culpabilité de la faute de français. Et c'est là qu'avec France Éducation Internationale, on se rejoint entre Actes Sud et FEI. Ce rapport à la faute, la didactique du FLE, le français langue étrangère, qui a un peu beaucoup été inventé à France Éducation Internationale lorsque mon établissement s'appelait le CIEP. Ce rapport à la faute, la didactique du FLE, l'a depuis très longtemps mûri. Les enseignants, les enseignantes et les enseignants qui nous écoutent, je crois, ne parlent d'ailleurs pas de faute, ils parlent d'erreur. L'erreur, c'est, en cours de langue, ça n'est jamais stigmatisé. Au contraire, d'une certaine manière, c'est considéré par le professeur comme nécessaire à la construction de la langue par l'élève ou par l'étudiant, qui vit dans une sorte d'interlangue, qu'il soit d'ailleurs français d'origine ou pas. La seconde innovation, pour moi, qu'opère ensuite cette grammaire, c'est celle du corpus. Parce que c'est un corpus résolument contemporain et qui intègre en plus à la fois la langue écrite et la langue parlée. Et là encore, cette grammaire, elle fait acte d'une sorte presque de geste révolutionnaire qui, au fond, n'étonne pas d'une maison comme Actes Sud, qui a souvent posé des actes révolutionnaires dans le monde de l'édition. Il ne s'agit pas de muséifier ce qu'on appelle la langue de Molière. Il ne s'agit pas de transformer le français en un musée, il s'agit au contraire de rendre ces lettres de noblesse au parler populaire, au français au singulier et au français au pluriel tel qu'il est et tel qu'ils sont parlés de nos jours. La maîtrise de la langue, ça a toujours été, on le sait bien, et c'est d'ailleurs un élément de réflexion pour l'ensemble des pédagogues, ça a toujours été un marqueur social. C'est d'ailleurs un amusant paradoxe, car au fond, on dit la langue de Molière, mais qui mieux que Molière a illustré ce marqueur social? On se souvient tous du bourgeois gentilhomme, mourir vos beaux yeux, marquise d'amour me font, etc. C'est une leçon tout à fait précieuse, même si elle est ridicule, que fait le maître philosophe à ce bon monsieur Jourdain, qui cherche à courtiser au-dessus de son rang, ce qui ne se fait pas, naturellement. Ce que fait la grande grammaire du français, qui n'a jamais été fait de façon aussi systématique avant elle, c'est de donner à voir les codes, de dévoiler les codes. Un peu comme aujourd'hui, telle ou telle association de codeurs ou d'intellectuels donne des codes informatiques en open source. C'est une grammaire open source. Et donc, c'est une démarche pour moi profondément politique qui donne accès à toutes et à tous à l'ensemble des codes sociaux et qui replace les situations de parole dans leur contexte. Et de ce fait, elle a l'avantage de les relativiser, ces situations de parole, et donc de démocratiser l'accès à la langue. Enfin, je crois, le dernier mérite, c'est de tracer, et je pense que Jean-Paul Capitani, qui est non seulement éditeur, mais qui est aussi agronome, je crois, il sera sensible. Son dernier mérite, c'est de tracer une cartographie vivante de ce qu'on pourrait appeler une sorte de polyphonie francophone. Cette grammaire, c'est une grammaire parlante, parce qu'elle a des versions numériques, enfin elle a une version numérique. Et cette version numérique, elle donne à entendre le français parlé. Et en ce sens, c'est une formidable boîte à outils, je le dis franchement, pour les professeurs de français langue étrangère. Une boîte à outils qu'ils n'avaient pas jusqu'ici. Elle tient compte aussi de l'origine géographique de ce qu'on appelle, dans notre jargon, les actes d'énonciation. Et elle rejoint en ce sens, c'est pas un hasard, d'autres initiatives, comme le récent dictionnaire des francophones qui a été créé par la délégation à la langue française et aux langues de France sous l'impulsion de Paul de Sinetti. Cette grammaire, elle est voyageuse, elle sort de l'Hexagone, elle s'aventure aux quatre coins du monde de la francophonie et jusque dans nos parlers régionaux. Et là encore, elle est en rupture avec les grammaires qui ont été publiées jusqu'ici. Quand on s'intéresse à l'histoire de la mise en place du concept même de grammaire en Occident, dans notre civilisation occidentale, depuis l'Antiquité, on s'aperçoit en fait que les grammaires, elles sont rarement sorties du périmètre de leurs frontières politiques. Il manquait, jusqu'à aujourd'hui,
une grammaire monde, en quelque sorte, une grammaire capable d'embrasser dans une forme d'ubiquité la totalité des connaissances accumulées sur la langue. C'est chose faite. Et ce qui est assez fascinant, je trouve, avec cette grammaire, c'est la facilité avec laquelle elle nous fait voyager sans peine de Grévis, encore une fois, jusqu'à Nicolas Bouvier, donc du bon usage à l'usage du monde. Ce que je voudrais expliciter, c'est le fait que cette grande grammaire est publiée chez Actes Sud, par Actes Sud, mais Actes Sud se trouve à la tête des éditions de l'Imprimerie nationale. Alors, je vous raconte cette petite anecdote parce que c'est pas une anecdote, c'est quand même à la source du français. C'est quand François Ier décide qu'on va tout traduire et que tous les Français ont accès aux textes scientifiques, religieux, etc., mais pour qu'ils puissent les comprendre, il faut entreprendre un grand moment d'édition parce qu'il faut tout mettre, il faut faire des livres. Et à ce moment-là, il crée les imprimeries royales et qui va durer très longtemps et qui va devenir l'imprimerie nationale avec la République. Mais il y a une vingtaine d'années, la France, ayant réduit ses ambitions au niveau de l'impression et au niveau ils ont décidé de se séparer de l'imprimerie nationale et de la moderniser, d'abandonner l'imprimerie au plomb, etc. Et en même temps, ils vendaient les locaux dans lesquels ils se trouvaient. Par curiosité et par nécessité, j'étais allé les voir si je ne pourrais pas installer les éditions Actes Sud à Paris, parce que nous avons des bureaux décentralisés sur Paris. Et je m'étais dit, ça serait une bonne idée. Et quand je suis rentré, je me suis rendu compte que ils avaient une grande ambition avec des promoteurs anglais pour faire une grande promotion avec des tas de choses qui n'ont d'ailleurs pas eu lieu. Enfin, donc, ils m'ont conduit dans ma demande de locaux. Et par contre, ils m'ont dit, voilà, nous avons dans un bureau secondaire une maison, ça s'appelle les éditions de l'Imprimerie nationale, et c'est à vendre. Et donc, voilà, c'est comme ça que nous avons acheté les éditions de l'Imprimerie nationale et que maintenant, si vous voulez, cette maison a son siège social à Arles. Ce qui est une petite vanité. Mais c'est vrai qu'Actes Sud s'est installé à Arles parce que Bernie Nissen était à Arles, que personnellement je vivais à Arles avec Françoise Nissen, et tout ça s'est constitué. Nous avons travaillé là où nous étions, et c'est pas du régionalisme, c'est du local, mais c'est à partir du local et de la vie dans un réel, dans un territoire, qu'on peut accéder à l'universel. C'est un peu ce que nous essayons de montrer à travers ça. Voilà. Donc je trouve que c'est assez symbolique et beau. Et il y avait comme attribut de cette édition la salamandre, qui était l'emblème de François Ier et qui est sur nos livres. Si vous regardez au dos de l'ouvrage, on voit cette salamandre. Je trouvais, à la regarder en vous en parlant, qu'elle est un peu petite. On aurait pu la mettre en plus gros parce que je trouve qu'elle présente bien. Voilà. Merci, Monsieur Capitani, pour ce partage et cette remise en situation tout à fait passionnante. Nous ignorions tout cela. Alors, oui, je vous en prie. Je voulais dire, en fait, on s'est dit qu'on allait spécialiser les éditions de l'Imprimerie nationale justement dans cette approche du français, de la phrase, de la librairie, toutes ces choses-là. Il est bon de témoigner de ça et de montrer la vitalité du français à travers comment ça se réalise. Par exemple, on a bien étudié une histoire du livre français, la phrase française, etc. Ce sont des ouvrages précieux et qui en même temps sont vraiment nécessaires. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, cette édition, elle correspond aussi à une véritable philosophie de votre établissement, la façon dont vous nous présentez les choses. Alors ça, je pense que ça peut tout à fait intéresser nos publics. Moi, c'était la question que j'avais envie de vous poser. Monsieur Capitani, on connaît l'ancrage territorial de Arles. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça? Voilà, vous travaillez dans un territoire, vous êtes connecté, il y a un cinéma, il y a une librairie. Quel est ce rapport que vous avez finalement à votre territoire? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cela? En fait, la création d'Actes Sud coïncide avec un moment où plein de choses vont se passer, mais ne sont pas encore là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les photocopieuses existent à peine, il n'y a pas de fax, le Minitel n'a pas encore été inventé, etc. Donc nous n'avons rien, sauf le train de nuit qui nous permet d'aller de Arles à Paris quand on a besoin de faire la promotion d'un livre. Et nous pouvons travailler tranquillement sur les bords du Rhône, qui est la fenêtre derrière moi, sur le bord du Rhône. Et voilà. Donc si vous voulez, c'est un endroit, et
quand on est éditeur, on parle de maison d'édition. Et Actes Sud, c'est une maison. Donc, on s'est dit, si on veut rencontrer des auteurs, etc., l'important, c'était de créer une librairie, parce qu'une librairie, ça permet de recevoir des auteurs, de les accueillir, de parler avec eux, et donc de faire circuler, en quelque sorte, tous ces gens qui ont besoin d'exister à travers ce lieu. Et on s'est dit aussi que notre présence sur une ville comme Arles, qui était un peu démunie au point de vue culturel, c'était un moyen, en ayant des lieux d'exposition, une très grande salle de concert, des différentes activités qu'on a promues tout le temps, non pas pendant l'été où il y a tous les festivals, mais justement tout au long de l'année, on s'est acharné à être présent et à faire en sorte que ça existe. Petit à petit, c'est rentré dans les mœurs. On a créé un public de mélomanes, on a aussi un public de lecteurs et qui viennent à la librairie. On a maintenant une assez grande librairie, presque 700 ou 800 mètres carrés, ce qui est quand même assez grand pour une ville comme Arles, et qui en même temps marche très bien, ce dont on se réjouit. En même temps, si vous voulez, l'écosystème d'Actes Sud est allé bien au-delà, parce qu'on s'est dit que c'était pas mal justement l'enseignement, et l'enseignement par la faute, l'enseignement par et surtout, si vous voulez, ce à quoi nous étions confrontés, c'était la virtualité de l'enseignement, c'est-à-dire que les enfants ne sont plus confrontés au réel. Tout est sur ordinateur, tout est disponible, mais rien n'est incarné. Donc, si vous voulez, on s'est dit qu'on allait, comme nous avons un territoire, et que l'idée de local nous était sensible, on s'est dit on va créer une école où justement on va pouvoir enseigner différemment. D'abord à partir du réel, et ensuite justement dans une très grande disponibilité et un éveil au sensible très, très réel. Donc, si vous voulez, l'éveil au sensible, ça se fait par le chant, par la musique. Tous les élèves qui sont dans notre école pratiquent des instruments, montent à cheval, puisqu'elle est locale et qu'en Camargue, il y a beaucoup de chevaux, ben, ils peuvent monter à cheval, etc. Donc, on fait aussi de l'agriculture biologique. Et donc, ils ont leur petite serre et leur petit jardin potager pour expérimenter, mais en même temps, ils peuvent voir les grandes serres et ce que nous faisons et qui leur sert à manger, parce qu'ils ne mangent que ce qui est produit sur la propriété. On a du fromage de brebis, de la viande, des poulets, des œufs, voilà. Évidemment tous les légumes et de la farine pour faire du pain. Voilà, ça nous a paru important. Et si vous voulez, cette présence sur Arles, c'est aussi une expérimentation, c'est-à-dire que quand vous avez une librairie, vous voyez ce qui se passe dans le monde de l'édition, etc. Donc, si vous voulez être quelque part, ça n'est pas être nulle part. C'est vraiment, si on vit avec simplicité et avec intérêt et avec conséquence, le fait d'être quelque part, ben c'est formidable. Et c'est ce que nous faisons aussi pour l'enseignement à travers si vous voulez, on tire les fils de notre propre histoire sur Arles, mais cette histoire, elle croise complètement l'histoire de France et on peut tout apprendre au point de vue histoire, géographie, géologie, etc., à partir d'un territoire comme ça. Voilà. Donc, ça fait partie de nos activités. Tout à fait, mais je pense à vous écouter que notre directeur général le développera. On est un peu dans la même philosophie, dans la même problématique. On travaille tous à Sèvres, on est dans un lieu ancré et en même temps on est tout le temps à l'international. On a cette dynamique aussi de l'ici et de l'ailleurs en permanence et peut-être c'est ce qui nous relie et ce qui relie aussi à cette grande grammaire qui travaille aussi l'ici et l'ailleurs. Monsieur Pierre-François Mourier, est-ce que ça vous inspire ce que vous dit Monsieur Capitani? Oui, mais vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est ça le problème. Évidemment que ça m'inspire. D'abord, j'ai beaucoup apprécié un mot qui est peut-être passé inaperçu, mais quand Jean-Paul Capitani dit, bon, on a décidé de se décentraliser à Paris. C'est super. Parce que normalement, quand on se décentralise, c'est qu'on quitte Paris. Là, non, c'est l'inverse. Et c'est exactement une vision du monde qui, moi, me convient tout à fait parce que, au fond, c'est la nôtre. On ne considère jamais qu'on est au centre du monde au motif qu'on est dans telle ou telle ville. On considère qu'on n'est pas partie du monde, qu'on habite un territoire, comme le disait très bien Jean-Paul Capitani, qui nous est cher. Et ces territoires, son territoire, chacun se le construit. On vit, même si on vit au même endroit, on ne vit pas tous dans le même territoire. Et en même temps, on essaye de découvrir le territoire des autres. Donc, je trouve vraiment qu'il y a des adhérences, comme on dit, extrêmement fortes entre ce que nous faisons et le projet d'Actes Sud. Et les deux sont des projets politiques. Et vous aviez raison de le dire, Madame Salabert, France Éducation Nationale, c'est évidemment, comme Actes Sud, d'abord un lieu qui est ancré dans un territoire, dans un lieu, et qui est chargé d'histoire. On est, vous le savez tous, situé dans l'ancienne
Manufacture royale de Sèvres. Et là aussi, ça nous rapproche d'Actes Sud, parce que notre naissance lointaine, elle est dans l'Ancien Régime. Alors nous, c'était pas la salamandre, c'était Louis XV, c'était pas François Ier, mais Louis XV. Mais néanmoins, il y a cette continuité depuis quelques siècles maintenant. Et puis, on se raccroche aussi au projet républicain, puisque le lieu dans lequel j'ai l'immense bonheur de travailler fut également l'École normale supérieure de jeunes filles, les Sévriennes, là où Marie Curie et beaucoup d'autres ont travaillé et enseigné, fait de la recherche et enseigné. Donc, au fond, cette maison, elle accueille depuis toujours dans ses murs le monde entier. En temps normal, hors Covid, des délégations étrangères s'y succèdent constamment. Des enseignants et des chercheurs internationaux se rassemblent chez nous pour échanger, pour travailler. Et on a même, derrière le pavillon de Lully, puisque Lully avait légué, sans doute un peu incité, à Louis XV l'ensemble du domaine, derrière le pavillon Lully, nous avons un jardin zen japonais offert aux Sévriennes par Albert Kahn, le second jardin japonais que nous avons évidemment pour projet de restaurer, parce que moi aussi, étant passionné de nature, de paysage, de jardin, je suis, comme Jean-Paul Capitani, attaché à la terre qui nous accueille d'une certaine manière. Et puis c'est aussi d'ici que partent nos collègues, tous nos agents en mission d'expertise ou de formation sur tous les terrains du monde qui sont, faut le reconnaître, de plus en plus accidentés, surtout dans les pays dans lesquels nous allons. On est, au fond comme Actes Sud, dans cette même dynamique un peu à la croisée des chemins. Et alors cet échange permanent, ça nous a permis, je crois, enfin j'en suis sûr, de construire au fil des années une approche quand même très singulière et à laquelle nous tenons, car c'est notre ADN finalement, ce sont nos valeurs. Cette approche, c'est celle, je n'ai pas trouvé de meilleur mot, même s'il est un peu techno, comme on dit, c'est celle de la co-construction systématique de nos projets, que ce soit en langue française, en coopération éducative, en reconnaissance des diplômes, de co-construction des projets avec nos partenaires, avec une importance aiguë portée à la contextualisation des actions. On l'a dit dans notre conversation, cette nouvelle grammaire, elle est plus que tout autre attentive à la diversité des contextes. Et de la même façon, on est sensible, chez nous, à FEI, à la territorialisation des projets. Et puis, faut-il le dire, l'usage, chez nous aussi, importe plus que la norme. Parce que l'expérience prouve que seule une réponse qui a été créée sur mesure, il n'y a jamais de prêt-à-porter dans ce que nous faisons, une réponse créée sur mesure avec les acteurs de terrain dans tous les pays dans lesquels on intervient, il y a quand même 172 pays, seule cette réponse peut répondre efficacement et dans la durée aux problématiques de chaque contexte. Nous, on est à FEI nourri on nourrit une expérience, je crois, reconnue dans le champ de l'enseignement bi- et plurilingue. On appuie les enseignants des sections bilingues francophones, notamment, partout dans le monde, qui enseignent la langue ou qui enseignent ce que dans notre jargon on appelle les DNL, les disciplines non linguistiques. Enfin, ceux qui nous écoutent connaissent ça par cœur, les mathématiques en français par exemple, ou l'histoire géo en français. Et dans le cadre de la PFUE, qui a lieu en ce moment même, on travaille sur des projets qui mettent en valeur les doubles diplômes européens. Et c'est extrêmement important. La BIBAC en Allemagne, le BACIBAC pour l'Espagne, les ABAC pour l'Italie. Et c'est complètement passionnant de voir combien la langue est véhicule de représentation. Vous n'imaginez pas les efforts qu'il a fallu aux meilleurs esprits, en France et en Allemagne, pendant 10 ans, j'ai vécu ça d'assez près, pour créer un manuel franco-allemand d'histoire. Enfin, plutôt vous imaginez sans peine que ça n'a pas été un chemin si tranquille. Cette histoire, elle mérite d'être racontée. D'ailleurs, je ne veux pas faire de publicité, mais justement, elle est racontée dans le dernier numéro de notre RIES, la revue de Sèvres. Voilà, il n'est pas besoin de convaincre encore de l'intérêt intellectuel de l'interdisciplinarité, ni de l'apport absolument inestimable du plurilinguisme, qui est vraiment pour nous le socle d'une citoyenneté active et responsable. Puis on croit aussi à la fertilisation, pour prendre un vocable, alors là, du champ du jardinage, on croit à la fertilisation croisée des langues.
On y croit dur comme fer. Il y a quelque temps, Juliette Salabert est très bien placée pour le savoir, puisqu'elle était dans le projet. Il y a quelque temps, on a travaillé sur un très important projet de transition linguistique au Niger. C'est un exemple parmi d'autres qui me vient dans le cadre de la mise en place d'une réforme des curricula. Et le dispositif qui était retenu par les autorités éducatives du pays, c'était ce qu'on pourrait appeler un bilinguisme successif, dans lequel les apprentissages premiers se faisaient d'abord dans une des langues nationales, qui était la langue maternelle des enfants, avant que le français ne devienne langue d'enseignement, mais seulement à la fin du primaire. Et les autorités éducatives, et nous avec eux, on s'était aperçu que les élèves nigériens, ils se trouvaient en échec scolaire, bien souvent, trop souvent. Non pas parce qu'ils étaient faibles dans la discipline enseignée, mais simplement parce qu'ils ne maîtrisaient pas vraiment la langue de l'enseignement. Alors tout l'enjeu, ça a été de construire, en accord avec un programme de l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'appelle, pour la petite histoire, le programme Élan, de construire une transition linguistique qui soit progressive, qui soit fluide, qui soit efficace entre la langue maternelle et le français, langue d'enseignement. Non pas pour opposer les langues, mais au contraire, pour faire en sorte qu'elles jouent entre elles, qu'elles s'épaulent mutuellement d'une certaine façon. Et on me dit que le résultat est très probant, que non seulement les fondamentaux, comme on dit, sont mieux acquis, mais qu'en plus la juxtaposition des langues les enrichit en effet mutuellement. Le Haoussa, au Niger, peut nourrir le français, puis le français peut éclairer le Peul, et tout ça c'est un dialogue des langues. Et au fond, encore une fois, une maison d'édition comme Actes Sud, qui s'est d'abord fait connaître il y a longtemps déjà pour la qualité de ses traductions, une maison comme Actes Sud fait la même chose. L'enrichissement par le frottement des langues et par la mise à disposition d'auteurs, d'ouvrages, de textes écrits dans toutes les langues imaginables pour un public français. Moi, c'est une question, merci Monsieur le Directeur Général, c'est une question que j'ai envie de poser à Monsieur Capitani. Vous êtes éditeur, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre politique éditoriale sur la traduction, puisque Actes Sud est connu pour ça aussi, hein, les traductions étrangères, et puis quel est l'état, si vous voulez, de l'art de la littérature dite francophone aujourd'hui. On fête les 400 ans de la naissance de Molière, la langue française se porte merveilleusement bien, on publie cette grande grammaire du français. Quel est votre point de vue d'éditeur sur ces questions-là, Monsieur Capitani? Si vous voulez, étant à Arles et sortant pour ainsi dire rien, Actes Sud s'est créé, donc il y a eu le premier livre, le deuxième, le troisième. Et c'est vrai que pour un auteur français se faire publier par Actes Sud à Arles, ça paraissait un peu aléatoire d'imaginer qu'on allait drainer comme ça beaucoup d'auteurs. Par contre, ce qui se passait il y a 40 ans, quand Actes Sud s'est créé, c'est qu'il y avait peu de traductions. Enfin, disons, on traduisait, mais on traduisait relativement peu. Donc, il y avait un gisement de création qui était disponible et dont on a pu s'emparer. Alors, évidemment, il faut acheter des droits, il faut faire traduire, il faut faire bien traduire, il faut prendre le temps de la traduction et de la relecture. Mais si vous voulez, on s'est attaché à ça. Et c'est grâce à ça, si vous voulez, à Nina Berberova, Paul Auster, des auteurs comme ça, que nous avons pu commencer à être crédibles. Et à partir de là, si vous voulez, des gens ont eu envie de se faire éditer par nous, etc. C'est un processus auquel on a toujours tenu. Et c'est vrai que, étant à Arles, on se sentait tout à fait légitime, à travers la politique de traduction, de faire voyager les auteurs, de les faire venir chez nous, etc. Et ça a bien fonctionné. Et à l'époque, on a favorisé, enfin, on s'est occupé de créer à Arles les rencontres des traducteurs. Donc, c'était Atlas qui fonctionne toujours, ça fait tellement d'années. Et en même temps, il s'est créé un collège de la traduction à Arles, c'est-à-dire que les traducteurs étrangers viennent traduire vers leur langue à partir de la France. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous est très proche et qui nous a paru essentiel et qui a aidé à l'existence d'Actes Sud. J'avais envie de vous parler tout bêtement d'un tout petit livre qui s'appelle Le typographe de Whitechapel. C'est comment Brenner réinventa l'hébreu moderne. Ce petit livre, je l'ai lu très récemment parce qu'on l'a publié en octobre et je ne l'avais pas lu avant. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est vraiment l'histoire d'une langue qui va porter un peuple. C'est vrai que la grammaire que nous avons publiée, c'est une démarche démocratique. Parce que si on enseigne le français comme ça, avec toutes les acceptions, comment on peut dire de différentes manières, ce que ça veut dire, etc., ça n'est donc pas un jugement de valeur, c'est l'intelligence des choses et l'intelligence des relations entre les gens. Donc, c'est vraiment une pratique démocratique. Et ce qu'on lit dans ce petit livre, c'est d'abord qu'en un siècle,
les gens ont réinventé une langue qui existait, mais qui était totalement réservée au livre et pas du tout à la locution et à la communication. Et si on lit ce livre de Rosie Pénas-Delpech, on est émerveillé parce qu'en 200 pages, vous avez comment une langue se crée et quelle langue. Je veux dire, c'est pas rien. Ça, elle porte de toutes ces souffrances, c'est poignant de nécessité et d'intelligence on a presque le sentiment du hasard. Quoi. Comment ça a pu advenir? Ben, c'est advenu. Ils ont réussi cette opération-là. Je veux dire, on peut critiquer tout et le contraire. On ne peut pas, quand on a le témoignage de la création de l'hébreu comme langue nationale, c'est émouvant parce qu'on se dit, bon, là, notre langue à nous est beaucoup plus... on n'est pas plus ancienne, mais je dirais le travail sur la langue est beaucoup plus ancien, mais voilà, ça peut se faire plus ou moins vite et plus ou moins bien. Et surtout, ça continue, c'est vivant. Quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a toutes les langues en Belgique, au Canada, en Suisse, et puis dans tous les pays francophones, il y en a. Dans cette grammaire, on n'aborde pas les problèmes de la traduction. C'est-à-dire que c'est une autre problématique, c'est arriver à trouver la sensibilité d'un auteur dans notre propre langue. Ça fait intervenir des choses qui sont totalement différentes. Mais enfin, disons, c'est toujours un travail sur la langue et un enrichissement. Oui, je vous remercie. Alors, au fond, ce qui est intéressant, c'est que de la même manière, votre grande grammaire du français, elle invente aussi une façon tout à fait différente de voir notre langue et sans préjugés. Et ce regard qui est nouveau, moi, je trouve qu'il est intéressant aussi parce qu'il nous dit de nous aujourd'hui. Un regard, il est inscrit dans une subjectivité qui dit le monde tel qu'on le voit aujourd'hui. Et du coup, c'est une question que j'aimerais peut-être adressée à Monsieur Pierre-François Mourier. Qu'est-ce que cette grammaire, qu'est-ce qu'en fait cela nous dit peut-être en creux des enjeux sociétaux contemporains? Vous avez parlé, Monsieur Capitani, de l'importance pour vous de l'écologie, d'ancrer dans cette école, peut-être vous voudrez nous en dire quelques mots davantage, cette école du possible où il faut ancrer les apprentissages dans un contexte donné, avec l'importance que vous donnez à l'agroécologie. Là, avec cette grande grammaire du français, on a aussi une nouvelle écologie de la langue qui nous dit aussi, aujourd'hui, finalement, en 2021, notre regard n'est plus le même que celui que donnaient les grammaires précédentes. Qu'est-ce que ça nous apprend de nous, Monsieur Pierre-François Mourier? Merci beaucoup, Madame Salabert. C'est intéressant cette question, je trouve, parce que au fond, vous parliez d'écologie. Moi, je dirais qu'il y a une forme de biodiversité de la langue, pour reprendre le même type de métaphore. Et la biodiversité du français, elle se porte à merveille. C'est surtout par rapport à la vraie biodiversité des espèces, elle se porte à merveille. On entend tout le temps parler du déclin de la langue française. Enfin bon, c'est très agaçant. En tout cas, moi, ça m'agace beaucoup. La langue française, elle se porte bien. Et en fait, elle se porte même bien mieux, pour être très clair, qu'au temps de Molière. Elle n'a jamais été autant partagée. Le français, c'est la langue officielle, ou l'une des langues officielles de plus de 30 pays. Il y a 300 millions de locuteurs dans le monde qui parlent aujourd'hui le français. Peut-être dans 30 ou 40 ans, 600 ou 650 millions. Elle n'a non plus jamais été autant écrite, cette langue. Anna Beyer nous a appris qu'1,5 milliard de courriels, vous avez remarqué que je n'ai pas d'email, sont envoyés chaque jour en France, 1,5 milliard. Alors je ne dis pas qu'ils ont tous une importance capitale, loin de là, mais c'est colossal. On peut se rassurer donc sur la vitalité de notre belle langue, qui n'est nullement en danger. Encore une fois, jamais la biodiversité du français n'a été aussi florissante. Alors, ça me permet de rebondir une fois encore sur cette grammaire qui est vraiment un ouvrage précieux, parce qu'elle a été respectueuse des diversités culturelles et linguistiques. Cette grammaire, il me semble, je n'arrive pas à trouver le mot pour dire, c'est pas enregistré parce que c'est un peu plat. Je vais prendre un mot du vocabulaire de la volcanologie ou de la tectonique des plaques. C'est un sismographe. Elle sismographie, après tout, le français est une langue vivante, et donc j'ai bien le droit de me livrer à un néologisme. Cette grammaire, elle sismographie les fluctuations subtiles de la langue dans le temps. Et nous aussi, on est, en tant qu'opérateur national au service de l'éducation, de la formation de la langue française dans le monde, à l'interface de
plein de monde de la francophonie, on est aussi témoin des transformations extrêmement profondes qui traversent et parfois bouleversent nos sociétés. En France d'abord, où l'enseignement du français, évidemment, est traversé par les grandes questions de notre époque. Et c'est en tant que père de 4 filles que je vous le dis, puisque l'influence des mouvements féministes sur notre langue est sans conteste la plus visible et la plus audible. Aujourd'hui, heureusement, on féminise volontiers des fonctions qui ont très très longtemps, enfin pendant des siècles, été réservées aux genres masculins. Pour rester dans le domaine de l'édition, le mot autrice, c'est tout à fait banalisé aujourd'hui. Plus personne, enfin je crois presque plus personne ne dirait auteur pour une autrice. La question de l'inclusion, de l'écriture inclusive, elle continue à faire débat, mais enfin, il devient de plus en plus courant maintenant de saluer toutes et tous. Moi, je le fais presque systématiquement, sans même m'en rendre compte. Et puis, nous, on encourage les apprenantes et les apprenants du BELC. Quant à l'apparition récente et très controversée, on le sait, dans un autre livre, le Robert, du pronom IEL, elle est venue concrétiser un débat nouveau et parfois vif, celui sur la question du genre et de l'identité. L'autre grand enjeu, c'est bien sûr aussi la numérisation des échanges et par là même l'hybridation en quelque sorte de l'écrit par l'oral et vice-versa. La prise en compte par la grande grammaire dans son corpus des SMS, y compris les émoticônes, ça j'ai été frappé par ça, analysé comme une nouvelle forme de ponctuation, et quand on y réfléchit, c'est absolument vrai, c'est à cet égard absolument fondamental. Il s'agit bien d'une langue à part entière avec ses normes et ses codes, et là encore sans jugement de valeur de ma part, ni de la grammaire. La grande grammaire, Jean-Paul Capitani l'a dit à plusieurs reprises, elle est donc animée par un désir de démocratisation de la langue. Elle cherche à lutter contre une certaine insécurité linguistique. C'est notre combat, à nous aussi, à notre échelle. On s'efforce précisément de répondre à son défi. Juste un exemple pour terminer, on va prochainement organiser, vous allez voir que là aussi il y a un rapport avec la grande grammaire et avec Actes Sud, on va prochainement organiser dans la future Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, on retrouve François Ier et sa salamandre, Jean-Paul, que tu évoquais tout à l'heure, un BELC, un nouveau BELC, qui aura pour objectif de former justement à la lutte contre l'insécurité linguistique et numérique, de former donc des publics de formateurs français à cette lutte. Tous ceux qui, dans toute leur capacité sur le territoire national, s'efforcent de répondre à ce défi démocratique qui est l'insécurité linguistique de trop de compatriotes ou d'étrangers et numérique. Toutes ces initiatives, elles convergent, elles contribuent en un sens à bâtir ensemble les pierres du projet de la France, qui est, le président de la République l'a appelé une ambition pour la langue française et le plurilinguisme. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je dois dire aussi que en termes alors plus de langue française, mais plutôt de coopération éducative, on a des tas de signaux plus ou moins forts, plus ou moins faibles qui nous proviennent de l'international. On a été sensible notamment aux inflexions ces dernières années des demandes de nos grands bailleurs. Alors l'AFD, l'Agence française de développement évidemment, mais aussi tous les autres, l'UNICEF, l'UNESCO, la Banque mondiale, etc. Il y a des thèmes nouveaux qui montent, et c'est très bien. L'inclusion, les compétences de vie, ce qu'en anglais on appelle les soft skills, l'égalité femmes-hommes, la façon d'enseigner l'écologie ou le changement climatique. Tout ça, c'est des nouvelles donnes dans le champ de la coopération internationale et qui finalement rapprochent la question de la langue de plus en plus de questions sociales, politiques, environnementales qui intéressent les jeunes générations. On est pris dans une sorte de maelstrom de dynamique nouvelle, avec aussi évidemment des tremblements de terre qui peuvent venir ébranler cette tectonique des plaques. On vit, enfin ça a toujours été le cas dans un monde instable, fragmenté, sans doute plus qu'il y a quelques années. C'est pas une nouveauté que de le dire, ne serait-ce que sur le front de la politique internationale, on le sait bien. Alors publier une nouvelle grammaire en 2021 et puis ouvrir notre BELC d'hiver 2021 avec cet échange sur la grande grammaire du français, ça me semble aller de soi d'une certaine façon. Se comprendre, s'assurer, sans jeu de mots, qu'on parle la même langue, c'est essentiel.
c'est capital, c'est l'enjeu de tous les enjeux, je dirais. Dans un monde de plus en plus complexe, on a vraiment besoin de cette grammaire commune, non normative, mais qui est quand même une boussole, qui nous oriente dans la forêt des mots et dans les rocs du monde. La grammaire, c'est ce qui fait sens collectivement, c'est quelque chose qu'on peut tous partager, c'est un bien commun d'une certaine façon, c'est un pacte social, comme la langue. Ça devrait être, pour paraphraser Descartes, la chose du monde la mieux partagée. En tout cas, c'est tout le malheur que je souhaite à la grande grammaire du français. Merci, Monsieur Pierre-François Mourier. Alors, est-ce qu'on peut, Monsieur Capitani, vous demander de nous divulguer vos grands secrets? Est-ce que vous avez, puisque vous êtes avant-gardiste avec cette grande grammaire du français, vous êtes allé avant tout le monde là où il fallait aller. Quel est l'avenir de cette collection? Est-ce que vous pouvez nous en dire ou est-ce que c'est Secret Défense Actes Sud? Actes Sud, ce n'est pas une maison secrète, c'est une maison public et on cherche à faire connaître le travail de nos auteurs, leur talent, etc. Donc, c'est tout sur le terrain. Parmi nos succès, puisque vous parliez d'écologie et de la ferme que nous avons mis en culture respectueuse du sol et du vivant, on a publié un grand succès qui s'appelle « Vivre avec la terre ». Ça a été fait avec deux auteurs qui sont Charles et Perrine Hervé Gruyé, et c'est un livre aussi plus gros que celui-ci encore, et qu'on a vendu mais à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Quand je dis plusieurs, c'est beaucoup. Et c'est vraiment exceptionnel parce que tout à coup, un objet qui n'existait pas permet tout à coup d'accéder à l'intelligence du végétal, de comment cultiver les forêts, etc. Et c'est passionnant, et si vous voulez, c'est une approche qui se croise avec la création de l'école que nous avons fait, justement, où il n'y a pas de... disons, ce que nous pensons aussi, c'est qu'il faut éveiller les enfants sensibles. Par exemple, si on leur fait faire de la musique, si on les fait chanter, leur oreille s'éveille et ils ont une intelligence de l'intérieur de ce qui est du mot, etc. De la même manière, on peut faire toutes les... Par exemple, au maternel, on parle aux enfants en allemand, en espagnol et en anglais, et c'est pas pour qu'ils apprennent la langue, c'est pour qu'ils entendent la langue, c'est-à-dire qu'ils se familiarisent avec la musique des mots, etc. Donc c'est cette approche qui est une approche expérimentale et facile, je dirais. C'est pas, on n'apprend pas à un enfant de 3 ans une langue, mais il peut l'entendre, il peut comprendre, il peut comprendre ce que ça veut dire, il peut faire des analogies. Enfin, il en fait ce qu'il veut, mais au moins, la liberté, c'est aussi la liberté de pouvoir faire un apprentissage réel. C'est ce qu'on fait en étant dans une ferme qu'on vit en agroécologie. On fait des numérations d'insectes, on fait des cueillettes, mais on fait des cultures, on fait des semis, on fait et cet apprentissage, si vous voulez, permet aux enfants d'accéder à une infinité de choses qui peuvent être de l'ordre du mathématique ou du français, sans passer par tout un appareillage de règlement. Là, vous parliez de la féminisation, enfin disons des problèmes qui sont liés à la féminité, modification de la grammaire, etc. Une tendance bien française, c'est de faire des règles. Alors tout à coup, on ne le faisait pas, puis tout à coup, il faut faire différemment. Ce que je crois, c'est qu'il faut que les gens vivent avec simplicité cette chose-là, parce qu'il est plus important de respecter les femmes, de faire cesser la violence auquel elles sont quelquefois soumises, etc. Dans la réalité, par exemple, quand on publie le Stieg Larsson, avec Millennium, ben là, le but de cet auteur-là, qui est mort évidemment trop jeune, c'était justement de parler de la violence. Mais dans son roman, on n'utilisait pas, on n'a pas modifié grammaticalement de manière que c'était féminin ou pas féminin. Si vous voulez, ça, c'est des arguties qui sont quelquefois un peu tyranniques et réglementaires. Ce qu'il faut, c'est la réalité. Et donc, la réalité, elle se bâtit à partir de l'éveil aux sensibles. Enfin, c'est pour ça qu'on a fait une école. C'est pour ça qu'on est tellement sensible à l'agroécologie et au respect du vivant. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage et vos convictions qui, je crois, sont partagées tout à fait par nous à France Éducation Internationale. Je voulais vraiment vous remercier pour les éclairages que vous avez su nous donner sur cette grande grammaire du français. Nous, on en est persuadés, elle va faire date dans la communauté éducative. C'est un véritable outil pour les enseignants, pour dédramatiser finalement l'apprentissage de la langue et on en avait bien besoin. Et sur cette question-là, je vous invite tous, si vous voulez continuer à poursuivre
attendre la réflexion à nous retrouver vendredi 18 février à 13h30 avec Étienne Quillot de la délégation à la langue française et aux langues de France qui sera entouré de vos autrices, Anna Bélier et Danielle Godard, qui vous expliqueront tous les secrets de fabrication de cette grande grammaire du français. Je vous remercie infiniment, Monsieur Capitani, pour votre participation, Monsieur Pierre-François Mourier aussi, et je souhaite à tous nos auditeurs et à nos auditrices bon courage et belle semaine de formation au Belk numérique hiver 2022. Merci à tous et à tous. Merci beaucoup. Merci.